Et si, cette nuit-là, l'Afrique avait cessé de demander la permission? Imaginez, dans l'obscurité totale du Sahel, un convoi secret fend les rues de Ouagadougou, le 10 octobre 2025. Ce n'est pas un transport ordinaire. C'est une secousse, un geste qui force le monde à douter de ses certitudes. Ce convoi, étroitement scellé et escorté, transporte des armes chinoises flambant neuves pour une valeur proche de 500 millions de dollars. Ce n'est pas une transaction commerciale classique. C'est un acte de rupture, une décision de ne plus attendre l'aide occidentale pour assurer la sécurité des siens. À l'aube, une déclaration claque, portée par Ibrahim Traoré. Nous ne mendions plus pour protéger nos enfants. Ce n'est pas un slogan, mais une fracture. Un défi lancé non seulement à Washington et Bruxelles, mais aussi à toute une histoire de dépendance qui semblait éternelle. En seulement quelques heures, la narration bascule. On ne parle plus d'isolement ni de sanctions, mais d'une volonté d'indépendance stratégique. Certains y voient une nouvelle soumission à Pékin. D'autres, la naissance d'une souveraineté africaine authentique. Pourtant, un principe s'impose. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Ce moment ne se limite pas à une livraison d'armes. Il incarne l'espoir de briser enfin le cycle de la fragilité, de la tutelle. Mais l'enjeu est vertigineux. Si l'Afrique ne saisit pas cette chance, elle risque de replonger dans la dépendance, de céder à la précarité sécuritaire, de perdre la maîtrise de son histoire. Ce convoi était-il une simple opération militaire, ou bien le début réel d'une dignité retrouvée et d'un avenir choisi? Pour comprendre ce qui a rendu ce convoi possible, il faut revenir en arrière. Tout commence bien avant cette nuit décisive, dans les couloirs feutrés du pouvoir et les tensions qui montaient depuis des mois. Le silence a toujours un sens caché. Quand les alliés d'hier s'éclipsent sans un mot, que laissent-ils derrière eux? Ces derniers mois, le Sahel a vu défiler, lentement, les départs des forces étrangères. Entre 2023 et 2025, Américains, Français et Européens ont fermé leurs bases dans une discrétion pesante, tournant la page sur des décennies de présence militaire. Officiellement, c'était le début d'une autonomie retrouvée. Pour ceux restés sur place, cela ressemblait à un abandon brutal. Au Burkina Faso, le choc est immédiat et profond. Près de 40% du territoire échappe déjà à tout contrôle étatique. Les groupes armés s'y déploient sans entrave. Plus de 2 millions de personnes sont contraintes de fuir, chassées par la peur, la faim et la violence qui s'enracinent. Les soldats burkinabés se retrouvent seuls, avec des armes fatiguées, des caisses vides, et la promesse de sécurité envolée avec le dernier convoi étranger. Dans les capitales occidentales, le retrait se pare de mots rassurants. Responsabilisation, transition, empowerment. Mais sur le terrain, la réalité frappe comme une gifle. Les patrouilles s'espacent, les avant-postes tombent, et le sentiment de trahison s'installe. La population, éreintée par les guerres et les promesses brisées, contemple les camps désertés avec une solitude amère. Le vide laissé n'est pas seulement militaire. Il est psychique, social, presque existentiel. Il ouvre la porte à la peur, à la faim, à l'irrésistible avancée des groupes armés et à la disparition de tout espoir collectif. Ce vide, c'est l'invitation au pire, à l'inconnu, à l'angoisse profonde. Lorsque la nuit tombe sur Ouagadougou et que le grondement du dernier camion étranger s'estompe, la sécurité s'effondre aussi soudainement que la poussière retombe. Pour la première fois depuis des décennies, la question n'est plus qui viendra aider, mais comment survivre sans filet. L'Afrique, enfin, n'est plus spectatrice. Elle est poussée au bord d'un choix décisif. Continuer à mendier ou apprendre à bâtir par elle-même. Face au vide, Ibrahim Traoré se retrouve devant un carrefour historique. Que faire de ce silence? Est-ce la fin d'une dépendance ou le premier souffle d'une souveraineté nouvelle? Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce départ. Dans l'ombre des bases vidées, de nouveaux acteurs avancent déjà leurs pions. Quand toutes les portes se referment, faut-il attendre en silence ou forcer le passage? Pour le Burkina Faso, le choix a été clair. Trahi par l'Occident, Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de demander de l'aide. Il a relevé la tête. La réforme de la défense nationale n'est plus une promesse vide.
un corps logistique entièrement burkinabé voit le jour, pour ne plus jamais dépendre des autres, ni pour s'armer, ni pour se nourrir, ni pour se battre. Chercher des partenaires ne veut plus dire chercher des maîtres. Chine, Turquie, Inde, le Burkina Faso frappe à toutes les portes, mais pose ses conditions. Assez des aides humiliantes, des audits interminables, des exigences imposées de l'extérieur. Cette fois, le contrat décisif se signe avec la Chine. 520 millions de dollars, sans clause politique, sans contrôle caché, sans compte à rendre que devant son peuple. Mais ce ne sont pas que des armes qui franchissent la frontière. Les conteneurs du convoi de minuit apportent aussi la formation, la technologie et surtout un souffle neuf, l'appropriation. Pour la première fois, les soldats burkinabés manipulent de l'armement moderne dont ils sont responsables. Les uniformes changent, la confiance aussi. Ce ne sont plus des fusils étrangers, prêtés ou surveillés. Ce sont, martèle Traoré, des armes africaines, produites en Chine, choisies par l'Afrique, pour l'Afrique. Un tel pari comporte des risques. L'isolement diplomatique menace. Les critiques tombent des chancelleries occidentales. On accuse le Burkina Faso de vendre son âme. Mais il ne s'agit pas d'un simple changement de tuteur. Une doctrine nouvelle naît, où partenariat rime enfin avec autonomie. Le danger est réel, mais la promesse l'est tout autant. Celle de retrouver la dignité, la maîtrise de son destin, le droit de décider comment et avec qui se défendre. Ce que le monde observe à Ouagadougou dépasse le simple bras de fer entre puissances. Un principe inédit s'impose. L'Afrique ne tend plus la main, elle choisit. Le Sénégal, le Niger, le Mali observent. Les populations murmurent « et si c'était possible ailleurs ?» Ce bouleversement dépasse les frontières du Burkina Faso. Il trace les premiers contours d'un futur où tout un continent pourrait choisir l'action, et non la résignation. Mais jusqu'où cette révolution silencieuse peut-elle aller? À Ouagadougou, la nuit du convoi devient un symbole. Mais derrière la fierté, une question persiste. L'audace du Burkina Faso peut-elle inspirer une vague continentale ou réveiller de nouveaux périls? 3 nations, un serment. Ne plus jamais attendre d'être sauvés. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus 3 îlots isolés, mais désormais les piliers d'une même alliance, l'Alliance des États du Sahel. Pour la première fois, les frontières du désert sont traversées non par des troupes étrangères, mais par un pacte militaire inédit, forgé dans l'urgence et l'audace. Ce pacte n'est pas que symbole, c'est une action concrète. Ensemble, ces pays mutualisent leurs ressources, coordonnent leurs forces, synchronisent leurs stratégies face à un ennemi partagé. Le partenariat avec la Chine dépasse la simple livraison d'armes. Il s'agit d'une coopération technique où chaque drone, chaque radio cryptée, chaque blindé incarne un saut qualitatif dans les équipements et les compétences. Sur le terrain, les changements sont palpables. Les attaques terroristes, jadis quotidiennes, diminuent. Les routes reprennent vie. Les écoles rouvrent. Les marchés se remplissent de rumeurs et d'espoir. Ce n'est plus la peur qui dicte le quotidien, mais une confiance civile nouvelle, inédite depuis plus d'une génération. Dans les rues d'Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, une image devient virale. 3 mains noires saisissant la même crosse de fusil, surmontée du slogan « Plus question d'attendre le sauveur ». Cette photo envahit les réseaux et les murs, s'invite dans tous les débats. Pour la jeunesse, l'union n'est plus une légende, mais une méthode. L'idée d'une Afrique qui s'appuie sur elle-même s'enracine, brisant les fatalismes, rallumant les ambitions. Mais derrière cet enthousiasme, une question s'impose. Cette alliance est-elle le vrai visage d'une souveraineté retrouvée, ou bien le début d'une nouvelle dépendance, tournée cette fois vers l'Est? La question divise. Certains crient victoire, d'autres craignent l'ombre d'une tutelle chinoise, plus subtile mais réelle. Dans les cafés, sur les plateaux de télévision, le doute s'installe. L'AES saura-t-elle éviter les pièges du passé? L'enjeu est immense. Si l'Alliance des États du Sahel réussit, elle peut lancer une vague d'émancipation sur tout le continent, prouvant qu'il est possible de rompre le cycle de la dépendance. Mais si elle échoue, ce sera le triomphe du cynisme, le retour de la résignation et de la fragmentation.
Aujourd'hui, la jeunesse du Sahel regarde ses dirigeants autrement. La peur recule, la dignité prend racine. Mais la puissance, sans conscience, reste une illusion. La vraie révolution ne se joue pas seulement dans la technologie, mais dans l'éthique et la maturité à conquérir. Mais alors que le monde observe, la nuit de Ouagadougou n'a pas fini de révéler ses secrets. Un nouvel acteur s'invite sur l'échiquier. Les populations elles-mêmes, prêtes à réclamer leur part de l'histoire. La force, protéger ou dominer? La question n'a jamais été aussi brûlante. Tout a changé ce matin-là. On évoque l'incident de Solenso. Une rumeur, une patrouille burkinabé, fraîchement équipée, qui tire trop vite. 2 civils blessés. La tension, déjà vive, s'intensifie. Mais cette fois, le pouvoir surprend tout le pays. Le président Traoré interrompt sa tournée. À la radio, il prend la parole, grave. La puissance n'a de valeur qu'avec la morale. Il annonce dans la foulée une réforme éthique immédiate des forces armées. Dès la semaine suivante, un conseil civil, totalement indépendant, surgit. Sa mission? Surveiller l'armée, recueillir les plaintes de la population. Les soldats suivent de nouvelles formations, maniement des armes, mais aussi droits humains, responsabilité, empathie envers les villages. Des ateliers de dialogue apparaissent, militaires, villageois, anciens combattants s'assoient ensemble, apprennent à se voir d'abord comme citoyens. Même les partenaires chinois, discrets mais fermes, insistent. La vraie puissance, c'est la maîtrise, pas la brutalité. Toutes les doctrines tactiques sont revues. Précision, retenue, évaluation du risque avant toute action. Les instructeurs répètent, l'arme n'est pas un passeport pour dominer, mais un outil pour protéger. Peu à peu, l'image du soldat burkinabé se transforme. Il n'est plus seulement un gardien de frontières, mais le protecteur du peuple. Les uniformes, lourds de sens, portent une promesse neuve, n'intervenir qu'en dernier recours, et toujours pour défendre la vie, jamais pour l'écraser. La leçon s'impose, inattendue mais limpide. La vraie puissance, c'est d'oser ne pas frapper. Savoir retenir la force, c'est prouver qu'on mérite de la porter. Sans éthique, même la meilleure armée finit par devenir l'oppresseur qu'elle croyait combattre. Ici, un avenir nouveau s'invente. La discipline change tout. La force devient une garantie pour tous, non plus une menace. Les citoyens le sentent. Pour la première fois, sécurité rime avec confiance, non avec peur. Pourtant, ce bouleversement moral n'est qu'un début. Déjà, une autre mutation s'annonce, plus sourde mais tout aussi décisive, celle de l'économie et de l'esprit d'un pays tout entier. Un vent de changement s'infiltre dans les marchés, les ateliers, jusque dans les rêves des jeunes. L'autonomie, désormais, ne s'incarne plus seulement dans la sécurité, mais dans la prospérité à venir. Maintenant, qui oserait encore écrire à la place de l'Afrique? Après cette nuit de silence à Ouagadougou, qui prétendra que le destin du continent s'écrit ailleurs qu'ici? La dignité commence là où la dépendance s'arrête. Mais elle n'est jamais acquise pour l'éternité. Elle se cultive chaque jour, par la vigilance et la lucidité, face aux vieux pièges comme aux nouveaux mirages. Ce convoi de minuit n'était pas un simple passage de relais, ni une permutation de chaînes. C'était le refus de choisir entre 2 tutelles, l'affirmation d'un partenariat repensé, où l'Afrique ne mendie plus, mais négocie à armes égales. Où chaque accord, chaque signature, porte la marque d'un choix réfléchi, jamais imposé. Le danger, désormais, serait de confondre autonomie et isolement, ou pire, de succomber à l'illusion d'une aide sans contrepartie. Car les rapports de force ne meurent pas. Ils changent de visage, de discours et de drapeau. La vigilance est la première arme de la souveraineté véritable. Aujourd'hui, tout se joue, stabilité ou répétition du passé. L'Afrique n'a plus besoin d'autorisation pour s'armer, mais elle doit choisir chaque alliance avec lucidité, garder la main sur la plume qui trace son avenir. Ne pas laisser d'autres peuples écrire l'histoire à sa place, ni vendre sa voix pour un confort fugace. La confiance ne s'achète pas, la dignité ne se décrète pas. Elles se construisent, en acceptant le risque d'avancer seul si nécessaire, mais aussi en créant l'unité quand le moment l'exige.
c'est la maturité du choix, la force de dire oui ou non, sans attendre d'ordre. La réputation se forge dans la constance, la prospérité dans le refus de la facilité. Le convoi de minuit n'était qu'un signal, pas un aboutissement. La vraie révolution, c'est de tenir le cap, de résister au confort de la dépendance, même sous de nouveaux atours. La stabilité viendra de la vigilance collective, de la fierté partagée, de la capacité à écrire et à défendre sa propre histoire. Alors, qui osera encore écrire à la place de l'Afrique? La plume est désormais entre ses mains. Mais il faut la tenir fermement et se rappeler que chaque mot engage, chaque choix compte. La dignité n'est pas un don, c'est une conquête quotidienne.